Je tiens à remercier les organisateurs de cette, journée, sur la recherche, de m'avoir donné l'opportunité de contribuer, ne serait-ce qu'à distance et j'aurais tant aimé être avec vous, pour présenter justement notre programme, de recherche en sciences réglementaires des aliments et quelques, illustrations et quelques accomplissements, de ce programme. Alors, on parle souvent des sciences réglementaires des aliments. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des sciences réglementaires? Eh bien, tout simplement parce que toute décision réglementaire des aliments, pour être crédible, nécessite d'être ancrée dans un socle scientifique qui doit permettre à ceux qui prennent ces décisions de répondre aux exigences, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Et ceci se manifeste aussi bien pour les agences de réglementation des aliments, donc les agences gouvernementales, mais également pour les opérateurs alimentaires lorsqu'ils prennent des décisions pour mettre un produit sur le marché, pour euh, mettre en œuvre une décision de gestion des risques alimentaires, eh bien, ils doivent se baser sur un socle scientifique, sur un ensemble de disciplines et de méthodologies scientifiques. Et je donne ici quelques exemples. Ça varie de l'autorisation d'un produit alimentaire dans un nouveau marché, par exemple un aliment nouveau, un ingrédient alimentaire comme un additif, ça peut prendre aussi la forme de décisions qui sont prises par les organisations réglementaires, par exemple, limiter, la concentration de certains contaminants dans les aliments, imposer un étiquetage, dans les produits ou sur les produits préemballés ou encore encadrer une décision, ou une mesure réglementaire, donc non pas imposée, mais si, par exemple, une approche est poursuivie, je donne l'exemple d'un étiquetage discrétionnaire comme les produits sans gluten, eh bien, si quelqu'un choisit d'utiliser ce type de mention sur son étiquette, il doit être encadré, il doit satisfaire à des exigences, et ces exigences sont établies dans la réglementation. Alors, en général, pour être crédible, toutes les décisions en sécurité sanitaire des aliments et en nutrition doivent se baser sur un cadre décisionnel clair. Qu'est-ce qu'un cadre décisionnel? En fait, ce sont des étapes de prise de décision. C'est une méthodologie qui permet de nous assurer qu'on limite les erreurs, qu'on suit un cadre clair qui crée de la prévisibilité entre tous les partenaires. Ça permet en fait, entre autres, que si l'on inverse les rôles entre la partie réglementée et la partie qui prend les décisions réglementaires, en utilisant les mêmes données, les deux parties devraient arriver au même résultat. Alors, ce cadre a été établi par l'Organisation normative internationale donc des aliments, qui est le Codex Alimentarius, comme la structure d'analyse des risques alimentaires et qui comprend en fait une partie scientifique pure qui est l'évaluation des risques, ou essentiellement scientifique, même s'il y a quelques aspects de politique, alors ce qu'on appelle policy, hein, donc ce sont des politiques réglementaires. Il y a également les aspects de gestion des risques. Et enfin, le tout doit se faire en communiquant à tous les partenaires. Et c'est ce que la communication des risques nous permet. Alors, les exigences à toutes les parties réglementaires pour suivre justement ce cadre décisionnel proviennent de l'accord de l'OMC que l'on appelle l'accord SPS, l'accord sanitaire et phytosanitaire. Depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce, et considérant que les denrées alimentaires sont parmi les denrées les plus échangées, ou ce sont parmi les commodités, parmi les produits donc, qui font l'objet de beaucoup de commerce international, eh bien, on a voulu encadrer ça par un accord qui est l'accord sanitaire et phytosanitaire et qui impose que lorsque une autorité réglementaire décide de prendre une mesure de nature sanitaire, c'est-à-dire pour protéger la population, que ce soit la population humaine, donc en termes de sécurité sanitaire des aliments, la population animale, donc, et notamment dans le cadre de la production agroalimentaire ou la production alimentaire, ou la santé des plantes, eh bien, ces mesures doivent se faire ou se prendre ou être prises
en utilisant justement l'analyse des risques et en utilisant ou en ayant recours à des approches scientifiques qui font appel à des données, à des méthodologies qui sont acceptées et qui sont même encadrées à l'échelle internationale. Et la même chose, en fait, est considérée dans l'aspect prise de décision de gestion des risques. En fait, ce que l'OMC préconise, c'est que les politiques réglementaires doivent prendre en compte le commerce international et lorsqu'une mesure sanitaire est prise, eh bien, on doit tenir compte de minimiser les effets potentiellement négatifs sur l'échange des produits alimentaires entre pays et de nous assurer que ces décisions ne sont pas justement arbitraires ou injustifiables ou créent potentiellement une discrimination entre ce qui est produit à l'échelle nationale et ce qui pourrait être importé donc d'autres juridictions. Maintenant, lorsque vous prenez ce cadre décisionnel et vous essayez de voir ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, vous allez trouver qu'il y a une multitude de disciplines qui composent l'analyse des risques, depuis l'identification d'un danger qui peut faire appel à la toxicologie alimentaire, la caractérisation de ce danger, l'estimation de l'exposition, la caractérisation des risques. Tout ceci implique un certain nombre de disciplines et ces disciplines doivent être mises à contribution lorsque vous appliquez le processus d'analyse des risques alimentaires. Alors ça, c'est un exemple de disciplines scientifiques qui peuvent être impliquées dans ce que j'appelle maintenant les sciences réglementaires des aliments. Et d'ailleurs, ça nous donne une définition des sciences réglementaires des aliments que l'on a élaborée en fait entre ceux qui pratiquent ces disciplines. Ce sont toutes les disciplines scientifiques qui peuvent être impliquées dans un cadre décisionnel réglementaire des aliments. Et donc, ça va depuis la standardisation, la normalisation d'une méthode analytique utilisée à des fins réglementaires, jusqu'à l'estimation de l'impact économique et social d'une mesure réglementaire, d'une réglementation. Donc, vous avez en fait des disciplines de sciences expérimentales, de sciences économiques et de sciences humaines qui peuvent interagir, qui peuvent intersecter justement pour pouvoir former ce cadre décisionnel. Alors, si je me concentre sur l'aspect de l'analyse des risques que j'appelle l'évaluation des risques, et c'est là où l'ensemble des disciplines de sciences expérimentales se concentrent. Pour pouvoir aboutir à une évaluation des risques, je dois avoir une bonne compréhension des dangers et de leurs impacts sur la santé humaine notamment, et je dois également estimer l'exposition. Alors justement, pour estimer l'exposition, donc à combien une personne ou une population pourrait être exposée pour un danger donné? Eh bien, je devrais faire intervenir là aussi deux types d'informations. Une information sur la présence d'un contaminant ou de ce danger dans les aliments. Et cette représentation doit tenir compte de ce qui est disponible sur le marché, de la variété de ce qui pourrait être offert à la vente et de ce qui pourrait être offert donc à un consommateur. Un second aspect est les données de consommation. Et d'ailleurs, l'exposition n'est autre que le produit de ce qui peut se présenter dans un aliment, donc l'occurrence, et de ce qui est consommé. Et cette information n'est pas universelle, hein. Elle est dépendante de la géographie. On ne consomme pas les mêmes quantités de riz en Amérique du Nord qu'en Asie. On ne consomme pas les mêmes quantités de protéines animales en Europe qu'en Afrique, par exemple. Et donc tout ceci crée des disparités, des différences qu'il faut représenter lorsque on essaye d'estimer justement les expositions. Et là, ça vous donne finalement la façon dont on va faire intervenir les différentes disciplines scientifiques. Les sciences analytiques
appliquées aux aliments vont vous permettre notamment de déterminer la quantité, la concentration d'un danger, que ce soit un danger chimique, un danger microbiologique. Et là, dans un cadre réglementaire, nous ne pouvons pas utiliser n'importe quelle méthodologie. Ça doit être des méthodologies qui sont normalisées. Et si elles sont normalisées, ça veut dire qu'elles doivent être accessibles pour la plupart. Et donc, la normalisation des méthodes analytiques fait partie de cet aspect de sciences réglementaires des aliments. Tout ce qui est lié à la consommation alimentaire, tout ce qui est lié à la capture de l'information de ce qui est présent dans les aliments, eh bien là, ce sont des programmes de surveillance de ce qui est consommé et de ce qui est disponible. Et ces programmes de surveillance doivent être élaborés, développés selon des méthodologies acceptées et codifiées. Alors, je vais vous donner un exemple des applications de ce que l'on fait dans le cadre de notre équipe et j'espère que vous aurez certaines illustrations en interagissant avec donc l'équipe de la plateforme d'analyse des risques et d'excellence en réglementation de l'Université Laval, de l'INAF et du Stella. Eh bien, ici, je présente une publication qui a été rendue disponible à la fin de 2023 où nous avons concentré nos efforts sur l'estimation de l'exposition au plomb. Pourquoi le plomb? Le plomb a été considéré comme étant un contaminant prioritaire par l'Organisation de normalisation alimentaire qui est le Codex Alimentarius. Le plomb dans le miel est une denrée qui est consommée dans beaucoup de parties du monde, qui peut être influencé par des conditions environnementales notamment, donc la façon dont les abeilles se procurent, si vous voulez, le pollen. Et donc, on a considéré que là, avant de pouvoir potentiellement investir dans de nouvelles données, il s'agissait de voir dans une région donnée, ici il s'agit de la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, donc la région arabe, d'essayer de capter l'information, de faire une méta-analyse de la présence du plomb dans le miel et de là, en fait, déduire certaines conclusions sur l'évaluation de l'exposition et du risque. Et là, en fait, on a établi une méthodologie pour l'extraction des données à partir de la littérature avec des critères d'inclusion et d'exclusion qui nous ont permis de ressortir des données d'occurrence que l'on a considérées crédibles et acceptables, mais tout euh, en ayant caractérisé aussi les biais qui pouvaient exister. Et de là, nous avons estimé le degré d'exposition, donc the estimated daily intake, donc c'est vraiment l'estimation de la dose journalière qui est ingérée. Et on a essayé en fait de trouver des limites ou des références toxicologiques par rapport à des endpoints, par rapport donc à des impacts sur la santé, soit sur la néphrotoxicité ou sur le système cardiovasculaire chez les adultes, ou encore, et chez les enfants, la problématique du plomb, c'est essentiellement une action sur le système nerveux central avec une neurotoxicité qui a été bien documentée et qui se trouve ne pas avoir de limite, c'est-à-dire il n'y a pas de threshold. Toute exposition au plomb est censée avoir un impact sur le développement d'un enfant ou d'un nourrisson, justement. Alors, dans ces cas-là, ce que nous avons ressorti, c'est que les marges d'exposition sont en général acceptables dans pas mal de pays de cette région, mais il y a tout de même des pays qui semble avoir quelques problématiques et que l'on pourrait expliquer là où on trouve que les marges d'exposition, notamment pour les enfants, sont considérées trop faibles. Alors, quand la marge d'exposition est faible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous rapprochez beaucoup d'une benchmark dose, donc d'une dose de référence que vous considérez qui pourrait commencer à avoir des effets néfastes. Même si on a estimé ici, notamment pour les enfants, que toute dose pourrait avoir un impact. Et on voit que les régions soit impactées par de la pollution environnementale, comme c'est le cas en Égypte, ou qui ont été impactées par des problématiques de conflit, donc de guerre, comme la Palestine et l'Irak, eh bien, ces régions-là présentent des marges d'exposition beaucoup plus faibles. Alors, bien entendu, pour pouvoir
mieux étayer ces informations et être capable aussi d'avoir des estimations de l'exposition plus précises, il faut investir dans la collecte de données. La collecte de données de consommation qui est probablement l'élément le plus manquant dans la littérature et de ce qui nous est utile pour pouvoir justement estimer l'exposition. Et nous investissons à titre d'équipe de recherche actuellement dans la collecte ou dans le développement de méthodologies d'abord, et ensuite la mise en œuvre de collecte de données de consommation dans des régions du monde qui ont été dépourvues justement de ces données, notamment en Afrique et en Afrique du Nord et au Moyen-Orient en particulier. Nous contribuons également au développement et à la mise en œuvre de certaines méthodes de collecte des données d'occurrence, notamment l'étude sur l'alimentation totale, la Total Diet Study, qui a été identifiée par l'Organisation mondiale de la santé comme étant un élément de base pour qu'un système de contrôle puisse être crédible. Pour vous donner une référence, nous avons commencé notre première Total Diet Study au Canada dans les années 60. Il y a certains pays du monde actuellement qui sont dépourvus, qui n'ont jamais fait une étude sur l'alimentation totale, qui sont en fait des études qui vous donnent la meilleure représentation du degré d'exposition d'une population donnée à une série de contaminants qui pourraient être considérés comme étant des contaminants prioritaires. Et bien entendu, comme équipe de recherche, nous investissons dans le développement de compétences et de capacités, dans la collecte des données, mais également dans la formation donc de nouvelles compétences qui pourraient travailler dans les différents domaines d'analyse des risques. Et dans ce cadre, nous tentons du mieux que l'on peut de favoriser la collaboration. Et dans ce cadre, donc avec un certain nombre de collègues et d'équipes internationales, nous avons contribué à la création donc d'un organisme à but non lucratif, notamment basé donc au sein de notre équipe et à l'Université Laval, qui est l'Organisation mondiale des sciences réglementaires des aliments, donc the Global Food Regulatory Science Society. Et avec le soutien de GeForce, on continue à travailler sur un certain nombre d'axes de recherche, non seulement en sciences réglementaires, mais également en politique réglementaire, où nous avons soutenu récemment l'adoption d'une des dernières dispositions sur la protection des consommateurs allergiques à l'échelle internationale, notamment en essayant de mieux encadrer l'utilisation de l'étiquetage de contenir. Également, nous avons travaillé à l'élaboration de lignes directrices pour une meilleure gestion de la fraude alimentaire. Et enfin, considérant que l'innovation alimentaire est un élément indispensable pour pouvoir répondre aux défis de résilience, aux défis de durabilité que les systèmes alimentaires rencontrent, eh bien, nous investissons dans le développement d'axes de transformation des politiques réglementaires des aliments de façon à ce que ces politiques soient plus ouvertes et permettent plus l'accès à l'innovation des aliments. Donc, encore une fois, merci de nous avoir permis de contribuer à cette journée. Et je vous laisse avec une courte vidéo qui exprime ce que nous avons essayé de faire, aussi bien dans le cadre de cette organisation, donc la Global Food Regulatory Science Society, qu'à travers l'équipe de la plateforme d'analyse des risques et d'excellence en réglementation des aliments. Merci encore pour votre attention. Five years ago, a vision was born to bring science closer to policy and to build stronger, safer food systems across the world. That vision became reality. The Global Food Regulatory Science Society, GeForce, in partnership with national, regional, and international organizations across the globe, GeForce has become a global hub for regulatory science, connecting experts, institutions, and governments.
Together, we have become a driving force for scientific convergence and regulatory harmonization. Through training, mentoring, and scientific exchange, G-Force continues to build capacity in food risk assessment, data systems, and regulatory frameworks. As G-Force celebrates its 5th anniversary, we look toward the future. A future where regulatory science empowers every nation to protect consumers, enhance trust, facilitate trade, and strengthen global food systems. G-Force, connecting science, people, and policy for a safer world.